Le lustre au-dessus de la table de la salle à manger brillait d'une douce lumière dorée, projetant des reflets chaleureux sur le parquet ciré. La table était dressée à la perfection, comme dans une publicité pour Thanksgiving. Une dinde rôtie trônait au centre, sa peau luisante de beurre et de romarin. Des bols de purée de pommes de terre, de sauce au canneberge et de sauce au jus de viande l'entouraient. Les verres de vin étaient à moitié pleins. C'était censé être une célébration familiale, mais Mara Collins était assise en silence au bout de la table, les mains sur les genoux, sa respiration régulière mais superficielle. Au fil des ans, elle avait appris à se faire toute petite dans cette maison. Être petite signifiait être en sécurité. Ethan Quinn était déjà ivre. Ses joues étaient rouges, et la façon dont ses yeux s'attardaient sur Mara n'était pas le regard d'un frère. C'était méchant. C'était dangereux. Une bouteille de vin rouge se trouvait à côté de son assiette. Il l'avait presque vidée à lui seul. Toutes les quelques secondes, il gloussait pour lui-même, comme s'il était le seul à connaître une blague. Douglas Quinn, le beau-père de Mara, faisait lentement tourner son verre de vin, prétendant ne pas voir la tension dans la pièce. Vivian Collins, la mère de Mara, tapotait sa fourchette contre son assiette comme un métronome. Ethan se pencha en arrière dans sa chaise, ses mots pâteux. « Alors, Mara, comment va ton petit boulot de laboratoire ? Tu prétends toujours être quelqu'un d'important. » Mara inspira lentement. Elle connaissait ce schéma. D'abord la pique, puis l'escalade. « Ce n'est pas de la prétention, dit-elle d'une voix égale. C'est ma carrière. » Ethan rit assez fort pour faire trembler le lustre. Douglas ne leva pas les yeux. Vivian soupira comme si Mara avait provoqué une scène en répondant simplement. Ethan repoussa brusquement sa chaise. Les pieds grincèrent contre le sol. Le son déchira le silence comme une lame. Mara se tendit mais resta assise. Ethan se leva, se balançant légèrement, et jeta un coup d'œil à la table de service près de la cuisine. Un grand couteau de cuisine reposait à côté du plat de service. Il le ramassa sans un mot. La lame capta la lumière comme une fine couche de glace. Douglas sirota son vin. Il ne sourcilla même pas. Vivian ajusta son bracelet et marmonna, « Pas ce soir. » Ethan fit un pas en avant. Ses mouvements étaient lâches et lourds, les pas d'un homme ivre qui ne se souciait pas des conséquences. Le pouls de Mara martelait ses côtes. Elle pensait qu'il agiterait le couteau et lancerait une autre insulte, mais son regard s'était transformé en quelque chose de plus froid. Le regard des prédateurs sur leur proie. « Assieds-toi, » murmura Vivian. Pas à Ethan, mais à Mara. Ethan se jeta sur elle. Ce n'était pas théâtral. C'était rapide. Mara se tordit instinctivement. Le monde se brouilla dans l'éclair de la lame et le fracas de sa chaise basculant en arrière. La douleur explosa dans son dos comme du feu. Le couteau s'enfonça profondément et son souffle se brisa en éclats. L'air quitta ses poumons dans un hoquet silencieux. Ses mains s'agrippèrent à la nappe alors qu'elle tombait à genoux. Le lin blanc fut entraîné avec elle, emportant couverts et verres dans une tempête de verres brisés et de vin renversé. Douglas ne bougea pas. Il se contenta de se pencher en arrière dans sa chaise, comme si quelqu'un avait renversé de la sauce, pas du sang. Vivian baissa les yeux sur sa fille et rit. Pas un rire nerveux, pas un rire choqué. C'était un amusement doux et cruel. « Mara, dit-elle d'un ton léger. Arrête de faire ta comédienne. » Ethan respirait fort, tenant toujours le couteau, le métal glissant de son sang. Mara pressa sa main contre la blessure. La chaleur imbiba ses doigts. Douglas secoua la tête et parla sans la moindre trace d'urgence. Il est ivre. Ne gâche pas le dîner. La lumière du lustre scintillait au-dessus d'eux. Ethan recula en titubant, laissant tomber le couteau. Il cliqueta sur le parquet. Le son résonna trop clairement dans une pièce qui refusait de reconnaître la femme en sang en son centre. Mara essaya de respirer, mais ses poumons la brûlaient. Chaque inspiration était une torture. Sa vision se brouilla, mais elle pouvait voir la nappe maintenant tachée de cramoisi là où elle pendait sous elle. Vivian reprenait déjà son verre de vin. Ethan s'effondra dans sa chaise, respirant entre ses dents comme un enfant qui a fait une crise de colère. Elle voulait crier. Mais des années de vie dans cette maison lui avaient appris quelque chose. Crier ne ferait que les nourrir. Alors, au lieu de cela, elle bougea lentement. Ses doigts tremblants atteignirent la montre connectée à son poignet. Elle appuya sur le bouton d'urgence caché sur le côté. Un signal SOS silencieux fut émis,
atteignant la seule personne qui ne lui avait jamais tourné le dos. Evelyn Hart. Le monde bascula légèrement alors que la perte de sang commençait à drainer la force de ses muscles. Elle glissa complètement sur le sol. Sa joue se pressa contre le bois frais. Au-dessus d'elle, les lumières du lustre se fracturèrent en douces étoiles dorées. L'odeur de la dinde, du vin et du pain chaud emplit l'air. Le bruit des couverts reprit. Ses parents ne se levèrent pas. Personne ne courut chercher une serviette. Personne ne composa le 911. Vivien sirota son vin. Douglas coupa un autre morceau de dinde. Ethan laissa échapper un rot discret. La main de Mara laissa une traînée de sang alors qu'elle la ramenait près de son ventre. Sa respiration était rauque. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement. Elle avait imaginé cette nuit de nombreuses fois. Elle avait imaginé une confrontation, peut-être une gifle, peut-être des cris. Elle n'avait jamais imaginé le silence. Sa tête s'inclina légèrement. Elle pouvait voir la nappe pendre vers le sol, parfaitement blanche, à l'exception du rouge qui s'étendait depuis son centre. Je me vide de mon sang sur la nappe blanche de ma mère, pensa-t-elle. Elle ne s'est même pas levée. Le lustre se balançait doucement, bien que personne ne l'ait touché. Ou peut-être était-ce elle qui s'évanouissait. La maison restait silencieuse, à l'exception du doux cliquetis des couverts. Dehors, au loin, une faible sirène commença à retentir. Elle n'était pas sûre si c'était réel ou si c'était juste son esprit cherchant la pitié. À l'intérieur, à table, personne ne la regardait. La nuit qui aurait dû être chaleureuse et familiale devint la nuit où tout vola en éclats. La nappe blanche, le silence, la famille qui n'en avait jamais été une. Et tandis qu'elle fixait les pieds de la table où son sang s'accumulait dans les rainures du parquet, Mara Collins sut que quelque chose s'était finalement brisé pour de bon. Mara Collins avait l'habitude de croire que Thanksgiving était une question de famille, de chaleur et d'appartenance, de la façon dont son père sifflait en découpant la dinde. À l'époque, la cuisine sentait la cannelle et l'écorce d'orange, et la maison était remplie de rire. Elle avait 14 ans lorsque cette version de sa vie prit fin. Vivien Collins, sa mère, se remaria rapidement après le décès du père de Mara. Douglas Quint emménagea avec son fils Ethan, et une maison qui semblait autrefois ouverte et lumineuse devint un couloir étroit où Mara semblait toujours être sur le chemin de quelqu'un d'autre. Le premier Thanksgiving après le mariage fut la nuit où elle comprit ce que signifiait être invisible. La journée commença comme n'importe quel matin de fête. Vivien avait les cheveux parfaitement coiffés. La maison sentait le rôti et la tarte, et Douglas aboyait des ordres comme s'il possédait chaque centimètre carré de la maison. Ethan avait pris la place préférée de Mara au comptoir de la cuisine. Il avait 17 ans à l'époque, déjà bruyant, déjà cruel. Il s'appuyait contre le réfrigérateur, ouvrant une canette de soda et lui souriant d'un air suffisant, comme si elle était une intruse dans sa propre cuisine. Mara resta près de la porte, serrant un livre contre sa poitrine. Vivien fit un geste de la main dédaigneux sans même la regarder. « Mara, ne reste pas plantée là. Va mettre la table. » Ethan renifla. « Ouais, rends-toi utile, petite bonne. » Douglas rit de la blague comme si c'était parfaitement normal. Mara déglutit difficilement et posa le livre sur la table du couloir. Elle commença à disposer les assiettes et les couverts, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Elle avait appris très tôt que le silence était plus sûr que de répondre. Son père lui avait dit un jour qu'elle avait l'esprit vif, mais cette voix n'avait pas sa place dans cette nouvelle maison. Au moment où les invités arrivèrent, Ethan avait déjà renversé du soda sur sa chemise. Il l'avait fait délibérément, inclinant la canette alors qu'elle passait avec un plateau de verre. Le liquide froid imbiba le tissu, mais ce qui piqua le plus fut la réaction de Vivien. « Pour l'amour du ciel, Mara » siffla sa mère. « Va te changer. Tu as l'air négligé. » Ethan sourit dans son dos alors qu'elle montait les escaliers. Ce fut la première petite trahison dont elle se souvint clairement. Le rire qui suivit n'était pas chaleureux. C'était le genre de rire qui ferme une porte sur quelqu'un qui se tient dehors. Elle enfila un pull simple et redescendit. Personne n'avait remarqué son absence. Il trinquait déjà, mangeait déjà. Vivien était radieuse dans sa robe crème. Douglas tenait le haut du pavé en bout de table, et Ethan se prélassait dans la lueur d'être le favori. Mara prit tranquillement sa place au bord, comme si elle était une invitée dans sa propre maison. Plus tard dans la soirée, après que la tarte fut coupée, après que Vivien et Douglas eurent ouvert une autre bouteille de vin, la véritable fracture se produisit. Ethan lui lança un morceau de croûte de tarte.
Il la frappa à la joue et y resta collé un instant avant de tomber dans son assiette. Douglas gloussa. Vivien ne leva pas les yeux. Mara murmura, « Arrête ça !» Ethan se pencha en avant, les coudes sur la table, sa voix assez basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Tu n'as rien à faire ici. » Ce n'était pas dit avec colère, mais avec la certitude de quelqu'un qui savait que les adultes dans la pièce prendraient toujours son parti. C'est à ce moment-là que quelque chose en elle changea. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle sentit simplement le sol sous ses pieds changer de forme. Après le dessert, Vivien dit à Mara d'aider à débarrasser. Elle empila les assiettes en silence pendant qu'Ethan et Douglas allumaient le match de football dans le salon. Le son de leur rire se propageait dans la maison pendant que Vivien se versait un autre verre de vin. Mara fit toute la vaisselle seule, fixant son reflet dans la fenêtre sombre de la cuisine. Elle avait 14 ans, et elle comprenait déjà que personne ne viendrait l'aider. À partir de cette nuit-là, les fêtes devinrent des pièces de théâtre. Vivien décorait la maison pour qu'elle ressemble à une couverture de magazine. Douglas racontait à voix haute des histoires sur ses affaires comme s'il était une sorte de roi. Ethan jouait le rôle du fils charmant. Le rôle de Mara était celui de l'arrière-plan silencieux. C'était elle qui mettait la table, qui débarrassait les assiettes, qui était blâmée quand quelque chose n'allait pas. Cela se produisit lentement, comme de l'eau s'infiltrant dans la pierre, érodant son estime de soi. À 15 ans, elle entendit Douglas dire à un voisin que Mara était une gentille fille. Silencieuse, sans problème. Il le dit comme si elle était un meuble. Ethan commença à l'appeler « la fille fantôme » à cette époque. Vivien ne le corrigea jamais. À 16 ans, Vivien cessa complètement d'acheter des cadeaux de Noël à Mara. Elle souriait et disait « Tu es trop vieille pour les cadeaux de toute façon ». Mais Ethan recevait toujours de nouvelles chaussures, des billets de concert, tout ce qu'il demandait. Mara recevait des hochements de tête polis, parfois un livre d'occasion si Vivien s'en souvenait. Un Noël, Ethan lui jeta le papier cadeau à la tête et la traita d'invisible. Vivien rit. Ce n'était jamais une seule chose. C'était la superposition d'un millier de petites coupures qui apprirent à Mara ce qu'elle valait pour eux. À 17 ans, elle passait plus de temps à la bibliothèque qu'à la maison. Le silence de cet endroit était plus bienveillant que le silence à la table du dîner. Les affaires de son père avaient été emballées, mises en boîte, poussées au grenier. Les posters et l'équipement de jeu d'Ethan remplissaient le salon. Vivien ne cessait de dire que c'était un nouveau chapitre, mais pour Mara, c'était une lente effacement. Pour son 18e anniversaire, Douglas donna à Ethan les clés de l'ancienne voiture familiale et dit à Mara de prendre le bus. Quand elle ne dit rien, Vivien lui tapota la main et dit « Ne ramène pas tout à toi ». Elle resta éveillée cette nuit-là, fixant le plafond, écoutant la musique forte d'Ethan à travers les murs minces. C'est alors que la graine de la distance commença à germer en elle. Elle cessa d'espérer une famille. Elle commença à planifier son évasion. Elle se concentra sur l'école, sur ses notes, sur les bourses. Elle se dit que si elle devenait assez bonne, si elle partait et construisait sa propre vie, rien de tout cela n'aurait d'importance. Mais la famille n'est jamais si facile à laisser derrière soi. Les premières fissures devinrent des lignes de faille. Elles s'élargiraient au fil des ans jusqu'à ce qu'elle s'ouvre finalement une autre nuit de Thanksgiving, des années plus tard, quand un couteau couperait plus profondément que n'importe quel mot. Elle ne savait pas alors, à 14 ans, debout devant l'évier avec les mains dans l'eau savonneuse, que c'était le début de la guerre. Elle savait seulement que c'était la nuit où elle cessa de se sentir comme la fille de quelqu'un et commença à se sentir comme quelqu'un qui vivait dans une maison où l'amour avait une date d'expiration. Les années qui suivirent ne furent pas définies par des explosions, mais par de petites coupures, des humiliations silencieuses qui s'accumulèrent jusqu'à former quelque chose d'assez tranchant pour saigner. Mara Collins apprit que dans sa maison, la cruauté n'arrivait jamais d'un seul coup. Elle s'infiltrait lentement, comme un robinet qui fuit, impossible à ignorer, mais facile pour tout le monde de prétendre qu'elle n'existait pas. Elle avait 16 ans quand Ethan Quinn décida de faire d'elle sa cible préférée. C'était encore Thanksgiving. Elle avait passé toute la journée à aider Vivien dans la cuisine, à éplucher les pommes de terre, à mettre la table, à s'assurer que tout soit parfait. Elle n'en recevait jamais le crédit. Vivien la qualifiait de serviable. Ethan l'appelait la bonne. Quand la famille se réunit pour le dessert ce soir-là, Ethan attrapa la saucière avec un sourire narquois. Sa main ne glissa pas. C'était délibéré. Une traînée de sauce épaisse et chaude éclaboussa le devant de sa blouse. La sauce était encore tiède et imbiba le tissu, brûlant légèrement sa peau.
Ethan se pencha en arrière, riant si fort que sa chaise faillit basculer. Vivien soupira, non pas de colère contre lui, mais contre elle. Mara, dit-elle avec une irritation étudiée. Tu fais une scène, ajouta Douglas. Elle est trop sensible. Elle resta là, poisseuse, humiliée, la pièce tournant un peu à cause de la rapidité avec laquelle tout le monde s'était retourné contre elle. Personne ne lui demanda si elle était blessée. Personne ne dit à Ethan de s'excuser. La tache de sauce s'incrusta profondément dans le tissu. C'était le genre de choses dont elle se souviendrait pendant des années. À 17 ans, c'était sa soirée de remise des prix de fin de lycée. Elle avait travaillé pendant des mois pour maintenir ses notes, faisant du bénévolat à l'hôpital les week-ends, construisant un avenir dans lequel elle pourrait s'échapper. Vivien et Douglas avaient promis de venir. Quand elle monta sur scène pour recevoir son prix, elle chercha leur visage dans la foule. Ils n'étaient pas là. Ethan était à une fête. Vivien était au restaurant avec Douglas. Mara se tenait sous les lumières vives, les applaudissements sonnant creux à ses oreilles. Elle se dit qu'elle n'avait besoin de personne. Mais quand elle sortit seule dans le parking, serrant son certificat, elle sentit cette vieille piqûre s'installer quelque part au fond de sa poitrine. À 19 ans, elle obtint une bourse. Vivien organisa un petit dîner, mais pas pour célébrer Mara. C'était pour parler des difficultés d'Ethan. Il a besoin de soutien, dit Vivien en remuant son vin. Nous devons tous faire des sacrifices. Ethan était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone, ne faisant même pas semblant de s'en soucier. Mara écouta en silence pendant qu'il discutait de la façon dont l'argent de sa bourse pourrait libérer des dépenses ménagères, ce qui, bien sûr, signifiait financer les erreurs d'Ethan. Mademoiselle parfaite et silencieuse, marmonna finalement Ethan. Elle pense probablement qu'elle est trop bien pour nous maintenant. Douglas rit. Vivien secoua la tête et dit, ne parle pas à ta sœur comme ça. Mais son ton était doux, indulgent. Il n'y avait pas de véritable réprimande. Il n'y en avait jamais. Mara sentit les mots comme des mains se refermant sur sa gorge. Elle ne pleura pas. Elle ne discuta même pas. Elle apprit à stocker la douleur quelque part en silence. À 20 ans, elle avait emménagé dans un petit appartement plus proche de son programme médical. Mais les micro-traumatismes ne disparurent pas. Ils voyagèrent avec elle, cousus dans sa peau. Chaque fête, Vivien appelait, la culpabilité aussi tranchante qu'un scalpel. Tu ne rentres plus jamais à la maison, Mara. Ethan s'ennuie de toi. Elle savait que c'était un mensonge. Ethan ne s'ennuyait pas d'elle. Il s'ennuyait d'avoir quelqu'un à cibler. Un Noël, elle revint par obligation. Ethan avait commencé à boire plus abondamment à ce moment-là, ses insultes plus fortes, plus pâteuses. Il renversa de la bière sur ses chaussures et l'appela « Barbie de l'armée », même si elle n'était pas dans l'armée. Il le dit parce qu'il savait que ses rêves de travailler dans la recherche médicale militaire comptaient pour elle. Douglas gloussa. Vivien leva les yeux au ciel comme si Mara était celle qui avait causé des ennuis en existant dans la même pièce que lui. À 21 ans, quand Mara reçut sa lettre d'acceptation dans un programme d'hôpital militaire, Vivien réagit à peine. « C'est bien, dit-elle sèchement, puis ajouta. « Tu seras loin de la maison. C'est peut-être mieux ainsi. » Cela sonnait comme une bénédiction, mais ressemblait à une expulsion. Ethan, qui avait entendu, rit et dit « Ouais, va jouer au docteur. Quelqu'un doit rendre cette famille fière. » Elle comprit alors que rien de ce qu'elle accomplirait ne la rendrait jamais suffisante pour eux. Il ne la voyait pas comme l'une des leurs. Il la voyait comme une menace pour l'histoire qu'il se racontait. Vivien avait besoin qu'Ethan soit le fils en or. Douglas avait besoin d'une fille qui ne parlait pas. Et Ethan avait besoin d'une cible pour se sentir plus grand. Chacun obtint ce qu'il voulait. Elle devint plus petite et plus silencieuse jusqu'à ce que le silence devienne une habitude. Mais le silence n'effaçait pas le souvenir de chaque tache de sauce, de chaque prix ignoré, de chaque insulte déguisée en blague. Il la sculpta en quelqu'un qui n'attendait plus de douceur de personne. À 22 ans, Mara apprit à porter son silence comme une armure. Elle souriait au travail. Elle parlait avec une précision calme, mais en dessous vivait une longue liste de blessures que personne n'avait vues ou ne s'était soucié de reconnaître. Ce n'était pas de grandes tragédies. C'étaient de petites choses qui rongeaient les bords d'une personne jusqu'à ce que plus rien ne soit à sa place. Ils lui firent douter de sa valeur, lui firent penser que l'amour était toujours quelque chose que l'on devait mériter. C'était un lent démantèlement,
un désassemblage minutieux de qui elle était autrefois. Elle avait grandi entourée de gens qui ne la frappaient pas avec leurs poings. Ils la frappaient avec des rires, avec le silence, avec une cruauté désinvolte qu'ils appelaient normale. C'est pourquoi, lorsqu'Ethan finit par ramasser ce couteau de cuisine, lorsque la lame perça son dos, cela ne sembla pas être le début de quelque chose. Cela ressembla à la fin d'une histoire qui s'était déroulée goutte à goutte pendant des années. La fissure ne se produisit pas en un seul instant de violence. Elle vint dans le silence. Mara Collins avait 21 ans la nuit où elle comprit enfin que sa famille n'avait jamais été sa famille. C'était la nuit de sa remise de diplôme universitaire, une nuit pour laquelle elle avait travaillé pendant des années, construisant quelque chose à elle avec une détermination silencieuse. L'auditorium était rempli de familles agitant des pancartes et applaudissant bruyamment alors que les noms résonnaient dans les haut-parleurs. Des pères criaient depuis les gradins. Des mères levaient leur téléphone pour enregistrer leurs enfants entrant dans le monde. Quand son nom fut appelé, elle traversa la scène le dos droit, le cœur battant et un sourire figé sur son visage. Elle se dit qu'ils étaient là, quelque part dans la foule. Elle avait envoyé un message à sa mère pour l'heure, elle avait appelé la maison la veille. Vivien avait promis qu'elle viendrait. Douglas n'avait rien dit, mais elle pensait qu'il suivrait peut-être l'exemple de Vivien. Ethan n'avait jamais vraiment fait partie de l'équation. Elle regarda l'océan de visages, cherchant ne serait-ce qu'une silhouette familière. Il n'y avait personne. Son estomac se noua, mais ses pieds continuèrent d'avancer car la cérémonie ne se souciait pas des familles brisées. Elle serra des mains, accepta son diplôme et sourit pour la caméra. Le flash se déclencha, mais derrière ce moment, il n'y avait pas d'applaudissements qui l'attendaient. Quand elle quitta la scène, elle vit des camarades de classe serrer leurs parents dans leurs bras. Une fille à côté d'elle fondit en larmes quand son père la souleva du sol pour la célébrer. La mère d'un autre camarade lui tendit un bouquet de tournesol. Mara marcha seule à travers la foule, son diplôme serré dans une main et son téléphone dans l'autre. Il y avait un seul message non lu de Vivien. « Désolé, ma chérie. Ethan a eu une journée difficile. On fêtera ça plus tard. Une journée difficile. C'est tout ce qu'il fallut pour effacer des années de travail. La mauvaise humeur d'un homme ivre était plus importante que son diplôme. Elle se tint au bord du parking alors que les familles passaient devant elle, montant dans des voitures décorées de bannières et de fleurs. L'air de fin de printemps était chaud, mais il semblait froid contre sa peau. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle fixa simplement le message texte jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Quelque chose de silencieux en elle bascula, un clic subtil mais irréversible. C'était comme une fissure capillaire devenant une fracture. Elle sut à ce moment-là qu'elle pourrait gagner tous les prix du monde et que cela ne suffirait toujours pas pour qu'il se montre. Une semaine plus tard, elle appela à la maison. Vivien décrocha à la 3e sonnerie, sa voix légère, distraite. « Salut, ma chérie. Comment était la cérémonie ?» La main de Mara se crispa sur le téléphone. « Tu sais comment c'était. Tu n'es pas venu. » Vivien rit, du même rire doux et dédaigneux qu'elle avait utilisé toute la vie de Mara. « Ne sois pas si dramatique, Mara. Nous étions là en esprit. » Elle le dit comme une blague. Mara entendit Ethan rire en arrière-plan, la voix de Douglas basse et désintéressée. « Tu es toujours si sensible, ajouta Vivien. On dînera ce week-end, d'accord ? C'est à ce moment-là qu'elle cessa d'essayer de s'expliquer à des gens qui refusaient d'écouter. Elle raccrocha sans dire au revoir. Elle s'assit dans son appartement dans le noir, portant toujours la robe qu'elle avait achetée avec ses propres économies pour la cérémonie. Cela aurait dû être une journée mémorable. Au lieu de cela, ce fut le jour où sa dernière illusion s'effondra. À partir de ce jour, elle n'attendit plus leur approbation. Elle décrochait toujours leurs appels, parfois par habitude, mais elle cessa d'attendre quoi que ce soit de bon de l'autre côté de la ligne. La fissure s'élargit dans des moments de silence par la suite. Ethan appela un soir juste pour lui dire que personne ne se souciait de ce qu'elle faisait de sa vie. Il le dit en riant, avec de la bière dans la voix. Vivien lui envoya une fois une carte pour son anniversaire avec le nom d'Ethan griffonné en bas et rien d'autre. Douglas n'appela jamais du tout. Mais ce n'était pas l'absence de grande cruauté qui la changea. C'était le message constant et délibéré qu'ils envoyaient. Tu n'es pas assez importante pour que nous nous en soucions. Ce message s'infiltra dans ses os. Elle s'ensevelit dans le travail à l'hôpital, se disant que si elle construisait quelque chose d'assez solide, elle n'aurait jamais besoin d'eux.
Mais peu importe le nombre de gardes qu'elle prenait ou le nombre de certifications qu'elle obtenait, elle pouvait toujours entendre leur rire quand elle essayait de s'endormir. C'était le son de la maison, et c'était du poison. Un soir, après une longue garde, elle regarda une photo sur le mur de l'hôpital. C'était une infirmière épinglant son chapeau de diplômée sur la tête de sa fille. C'était une simple photo, mais quelque chose à ce sujet lui serra la gorge. Elle resta là, dans le couloir, longtemps après que tout le monde soit rentré, ses doigts agrippant la sangle de son sac. Il n'allait jamais venir, murmura-t-elle. Le dire à voix haute le rendit réel. Le déni s'effaça. La fracture silencieuse devint une ligne de faille. Elle cessa de rentrer à la maison pour les fêtes après cela. Elle cessa d'expliquer ses choix à Vivien. Quand Ethan la traita d'égoïste pour avoir manqué Noël, elle ne dit rien. Quand Douglas l'accusa d'abandonner la famille, elle éteignit son téléphone. Plus elle mettait de distance entre elle et eux, plus tout devenait clair. Sa famille n'avait pas oublié de venir. Ils avaient choisi de ne pas le faire. La fille qui suppliait d'être vue disparut cette nuit-là dans le parking après la remise des diplômes. Ce qui restait était quelqu'un de plus froid. Quelqu'un qui avait enfin appris que l'amour ne signifiait rien s'il était toujours à sens unique. C'était le moment de la fissure. Pas une dispute, pas une gifle, juste le silence. C'était le son d'une porte qui ne s'ouvrirait plus jamais. La sirène l'atteignit avant qu'elle ne s'évanouisse. Mara Collins s'en souvint plus tard par fragments, comme si elle regardait un miroir brisé. Il y eut le bruit de bottes sur le porche. Il y eut la sensation d'être soulevé du sol, la piqûre aiguë dans son dos, la nappe blanche devenant plus sombre alors que les ambulanciers la précipitaient vers l'ambulance. Elle essaya de garder les yeux ouverts, mais tout se brouilla. Quand elle se réveilla, elle n'était plus dans la maison de son enfance. Elle était dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et le silence. Un moniteur cardiaque bipait doucement à côté d'elle. La lumière fluorescente stérile bourdonnait au-dessus. La douleur était là, vive et lancinante, mais en dessous, quelque chose de plus froid prenait forme. Au début, elle pensa qu'elle était seule, mais ensuite elle entendit une voix familière du coin de la pièce. « Tu as un pouls comme un tambour de guerre », dit Evelyn Hart. Elle était penchée en arrière dans une chaise, toujours en tenue d'infirmière, les cheveux attachés, le visage fatigué mais stable. Evelyn n'était pas de la famille. C'était une collègue, une infirmière, quelqu'un que Mara avait rencontré pendant son stage à l'hôpital. Mais contrairement à tout le monde, Evelyn l'avait vue, pas seulement la version polie et silencieuse que Mara montrait au monde. Elle avait vu l'épuisement derrière. « Depuis combien de temps suis-je ici ?» demanda Mara d'une voix rauque. « Environ 6 heures. Tu as perdu beaucoup de sang. Heureusement que tu avais cette balise d'urgence sur ta montre. Sinon, nous n'aurions pas cette charmante petite réunion. » Evelyn se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Tu veux me dire ce qui s'est passé, bon sang ?» Mara fixa le plafond, les fissures dans la peinture, n'importe quoi sauf les yeux d'Evelyn. Elle ne voulait pas le dire. Elle ne voulait pas le rendre réel. Mais Evelyn attendit avec cette patience stable et silencieuse qui rendait le mensonge impossible. « Ethan » murmura finalement Mara. « Dîner de Thanksgiving. Il m'a poignardé. » Les yeux d'Evelyn ne s'écarquillèrent pas. Elle ne haleta pas. Elle hocha simplement la tête lentement, comme quelqu'un qui comprend enfin un puzzle. « Je savais que quelque chose n'allait pas, » dit-elle doucement. « Tu ne rentres jamais à la maison sans être sur tes gardes. » Mara faillit rire, mais cela sortit comme une inspiration brusque. « Ma mère m'a dit d'arrêter de faire ma comédienne. » Evelyn ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, la chaleur était toujours là, mais quelque chose de plus tranchant vivait en dessous. « Alors, nous n'avons pas affaire à une dispute de famille. Nous avons affaire à une zone de guerre. » Au cours des jours suivants, Evelyn resta proche. Elle n'était pas seulement une infirmière. Elle devint une sorte de sentinelle, quelqu'un dont Mara ne savait pas qu'elle avait besoin. C'est elle qui sortit le rapport d'incident et murmura, « La police veut prendre ta déposition. Tu n'as pas à décider tout de suite, mais comprends ceci, Mara. Les gens comme ton demi-frère et tes parents comptent sur ton silence. » Mara tourna son visage vers la fenêtre. La neige avait commencé à tomber dehors, recouvrant le parking de blanc. Le silence avait été son armure pendant des années. Il l'avait empêché de les provoquer, l'avait empêché d'être complètement avalé. Mais allongée dans ce lit d'hôpital avec des points de suture dans le dos,
elle comprit que le silence les avait aussi rendus puissants. Le troisième jour, un homme en costume gris foncé vint la voir. Il avait la fin de la quarantaine, était bien rasé, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. « Mara Collins » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Je suis David Rees. Evelyn m'a demandé de passer. » David Rees était un avocat, un ancien avocat militaire qui se spécialisait désormais dans les cas de violence domestique et d'exploitation financière. Il s'assit sur la chaise à côté de son lit, ouvrit un carnet et parla d'un ton calme, mesuré, mais inflexible. « J'ai déjà vu ça. Vous vivez probablement avec leur cruauté depuis des années. Vous pensez peut-être que ce n'était qu'une seule nuit, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des années de petites choses qui ont mené à ce moment. » Mara ne répondit pas, mais quelque chose dans ses mots s'enfonça profondément. Il tapota légèrement son stylo sur le carnet. « Vous avez déjà fait le premier pas. Vous avez envoyé ce SOS. Vous avez tendu la main. Cela signifie qu'une partie de vous en a assez de les laisser vous faire ça. Maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez y retourner et prétendre que cela n'est pas arrivé, ou vous pouvez mettre fin à leur emprise sur vous complètement. » Elle le fixa. « Mettre fin comment ?» Ses yeux ne vacillèrent pas, légalement. Stratégiquement. Nous rassemblons tout. Preuves, témoins, dossiers financiers, audio, vidéo. Leur contrôle n'est aussi fort que votre silence. Les données sont des munitions. Elle répéta les mots doucement pour elle-même. Les données sont des munitions. Cela ne sonnait pas comme une phrase de thérapie. Cela sonnait comme un plan de bataille. Evelyn croisa les bras et s'appuya contre le mur. J'ai connu beaucoup de gens qui sont restés silencieux jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'eux. Ne les laisse pas faire de toi l'une de ces histoires. Tu n'es pas faible, Mara. Tu es en infériorité numérique, mais c'est différent. Au cours des semaines suivantes, pendant que sa blessure guérissait, Mara commença à construire quelque chose qu'elle n'avait jamais construit auparavant, un dossier. Evelyn l'aida à mettre en place un deuxième téléphone, intraçable par sa famille. David lui donna un petit carnet noir avec des lignes fines et une couverture en cuir. Notez tout, lui ordonna-t-il. Date, heure, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir paniquer. Laissez-les vous sous-estimer. C'est comme ça qu'ils perdent. La première entrée fut la nuit de Thanksgiving. Elle écrivit tout, le couteau, les rires, la façon dont Vivien ne s'était même pas levé. Les mots tremblaient quand elle les écrivait, mais ils se stabilisèrent à mesure que l'encre séchait. La deuxième entrée concernait les années précédentes. Elle nota la tache de sauce, la cérémonie de remise des prix, la bière de Noël sur ses chaussures, chaque insulte, chaque omission. Elle le documenta non pas comme de la douleur, mais comme des preuves. Evelyn s'asseyait à côté d'elle certains soirs, buvant tranquillement du mauvais café d'hôpital, ne disant rien mais lui faisant savoir qu'elle n'était pas seule. David était différent. Il était direct, stratégique, posant toujours les questions difficiles. Ont-ils quelque chose à votre nom? Compte, actif? Mara hésita. La maison, dit-elle. Une partie appartenait à mon père. Quand il est mort, sa part m'est revenue. David hocha lentement la tête. Alors c'est le vrai champ de bataille. Les gens comme votre beau-père ne se soucient pas du sang. Ils se soucient du contrôle. S'ils peuvent vous coincer avec la culpabilité ou la peur, ils prendront tout. Mais vous pouvez retourner cela contre eux. Elle passa des semaines à apprendre des choses que personne ne vous apprend jamais sur la famille. Elle apprit à enregistrer légalement des conversations en Virginie. Elle apprit à demander des relevés bancaires. Elle apprit à parler à des gens qui avaient vu des choses mais ne les avaient jamais dites à voix haute. Voisins, enseignants, anciens amis de la famille. Chaque élément de preuve était comme une brique, et pour la première fois, elle construisait son propre mur au lieu de vivre derrière le leur. Le jour de sa sortie de l'hôpital, elle ne retourna pas tout de suite à la maison. Elle s'assit dans sa voiture sur le parking de l'hôpital avec Evelyn sur le siège passager et David appuyé contre le capot. « Êtes-vous prête pour ça ?» demanda David. « Ils vont prétendre vous aimer. Ils essaieront de vous faire culpabiliser, de tout déformer, de vous faire sentir petite à nouveau. C'est leur stratégie. » Mara expira lentement. « Alors je changerai les règles du jeu », Evelyn se pencha et lui serra la main. « Voilà l'esprit. Fini les guerres à table. Cette fois, vous vous battez selon vos propres termes.
Retourner à Richmond, c'était comme se diriger vers un champ de bataille. Le quartier avait le même aspect, calme et respectable, avec des couronnes accrochées aux portes et des lumières tendues le long des clôtures. Personne n'aurait jamais deviné ce qui se cachait derrière ces murs. Elle se gara au bout de la rue, entra dans la maison comme si de rien n'était. Vivien l'accueillit avec une étreinte raide. Ethan resta sur le canapé, faisant semblant de ne pas s'en soucier. Douglas hocha la tête sans se lever. Ils ne posèrent pas de questions sur sa blessure. Ils ne lui demandèrent pas comment elle se sentait. Ils firent comme si Thanksgiving n'avait jamais eu lieu, mais ils ne savaient pas pour l'enregistreur dans sa poche. Ils ne savaient pas pour la guerre silencieuse déjà en cours. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans la chambre où elle avait grandi, fixant le plafond où des fissures se formaient dans le plâtre, elle se murmura, les données sont des munitions. Pour la première fois depuis des années, elle ne se contentait pas de survivre. Elle se préparait. Quand Mara Collins retourna dans cette maison, ce n'était pas la même fille qui s'était vidée de son sang sur le sol. Elle franchit la porte avec des points de suture dans le dos et une voix à l'intérieur de sa poitrine qui était devenue très, très calme. Pendant des années, elle avait essayé d'être entendue. Maintenant, elle voulait observer. Le silence avait été son bouclier auparavant, mais cette fois, c'était son arme. Vivien l'accueillit à la porte avec un sourire cassant et une assiette de restes de tarte, faisant comme si de rien n'était. Ethan était affalé sur le canapé avec une bière, les yeux injectés de sang, mais provocateur, comme s'il la mettait au défi de dire quelque chose. Douglas leva à peine les yeux de la télévision, son verre de bourbon sur la table basse. Personne ne mentionna la nuit de Thanksgiving. Personne ne prononça le mot « couteau ». Pour eux, c'était déjà enterré. Mais Mara n'enterrait plus les choses. Elle les cataloguait. Elle était revenue parce que la guerre est plus facile à gagner quand l'ennemi pense encore qu'il contrôle le terrain. David Rees l'avait prévenu qu'il déformerait tout. Evelyn Hart lui avait rappelé de garder ses émotions hors de portée. Alors Mara s'assit à la même table, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, un enregistreur clipsé à l'intérieur de son cardigan. Ils essayèrent de la faire sentir petite, mais cette fois, leurs mots eurent un effet différent. Vivien posa des questions sur le travail, sa voix douce et distante. « As-tu l'intention de terminer ton programme ? Je veux dire, après tout ça. » Ethan rit doucement au bout de la table. Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Douglas s'éclaircit la gorge, lançant à son fils un regard qui disait « Tiens-toi bien », mais pas parce qu'il se souciait d'elle, seulement parce qu'il ne voulait pas de bruit. Mara hocha la tête et dit « Oui, j'ai l'intention de finir. » Elle ne les regarda pas en le disant. Elle regarda le couteau à découper propre sur le comptoir. Elle remarquait tout maintenant. La façon dont les jointures d'Ethan se crispaient sur sa bière quand elle ne tressaillait pas. La façon dont Vivien évitait son regard. La façon dont Douglas souriait narquoisement quand le silence s'éternisait. C'étaient des créatures qui prospéraient dans l'ombre des non-dits. Alors elle laissa le silence s'étirer davantage. Elle commença à installer l'équipement pièce par pièce. Un enregistreur vocal dans la bouche d'aération du couloir. Une caméra déguisée en chargeur de téléphone derrière la plante du salon. Un deuxième enregistreur derrière le vase près de l'évier de la cuisine. Elle avait appris à le faire correctement. David lui avait appris ce qui était légal, ce qui tiendrait devant un tribunal, ce qui lui donnerait un avantage. Evelyn lui avait glissé un petit kit dans une boîte en carton ordinaire, en disant « Tu n'es plus une victime. Tu collectes des munitions. » La maison ne changea pas du jour au lendemain. Elle resta la même, mais elle changea la façon dont elle l'occupait. Chaque nuit, elle s'y déplaçait comme un fantôme aux yeux grands ouverts. Ethan commença à boire plus tôt dans la journée. Sa colère éclatait plus facilement maintenant que Mara ne réagissait plus comme avant. Il jeta une bouteille de bière contre le mur un après-midi, la brisant à quelques centimètres de son épaule. Elle ne cria pas. Elle appuya sur le bouton caché de sa montre et laissa l'enregistreur faire son travail. Vivien entra quelques instants plus tard, vit le verre sur le sol et soupira. « Mara, pourquoi le provoques-tu toujours ?» Ethan rit de cela, fier comme s'il avait gagné quelque chose. Douglas ne leva même pas les yeux de son fauteuil. Mara se dirigea vers l'évier, nettoya le verre avec des mouvements prudents et ne dit rien. Elle n'était plus intéressée par les disputes. Les disputes leur donnaient du pouvoir. Le silence construisait un dossier. Au cours des semaines qui suivirent, elle regarda Ethan s'effondrer. Elle n'avait pas besoin de l'affronter.
Elle avait seulement besoin de le laisser faire ce qu'il faisait toujours. Il criait. Il claquait les portes. Il se saoulait et hurlait des insultes dans le couloir. Il l'insultait. Il crachait un venin qui avait été caché derrière son sourire pendant des années. Cette fois, chaque mot était enregistré. Vivien continua sa manipulation silencieuse. Elle accula Mara un matin dans la cuisine, l'odeur du café flottant dans l'air, et dit, « Tu sais, il ne le pensait pas. Il est juste sous pression. C'est la famille. » Mara regarda sa mère et sentit quelque chose de plus froid que la haine. Ce n'était pas de la rage. C'était de la compréhension. Vivien ne la protégerait jamais. Elle ne l'avait jamais fait. « Nous sommes une famille », répéta Vivien comme si le mot seul pouvait effacer le sang sur la nappe. Mara dit simplement « Je sais ». Puis se retourna vers l'évier. Elle enregistra également cette conversation. Douglas essaya une autre tactique. Il s'appuya sur la culpabilité, la vieille arme. « Tu devrais aider ton frère », dit-il un soir. « Il a des difficultés. Nous avons tous des difficultés. Tu as des ressources. Un bon travail. Lui non. » Mara s'assit en face de lui à la table de la cuisine et regarda l'homme qui avait été un mur entre elle et sa mère pendant une décennie. « Je n'ai rien à lui donner », répondit-elle. Il la fixa comme si elle avait parlé une langue étrangère. Elle avait passé toute sa vie à plier. C'était la première fois qu'elle ne le faisait pas. Il éleva la voix, puis la traita d'ingrate, dit que son père serait déçu d'elle. Le vieil argument. Mais maintenant, il y avait une petite lumière rouge clignotante dans la bouche d'aération au-dessus de leur tête. Preuve. Les semaines passèrent et le comportement d'Ethan s'aggrava. Un soir, il entra en trompe dans sa chambre, sentant le whisky bon marché, exigeant de l'argent. « Tu vis dans la maison de mon père », bafouilla-t-il. « C'est à moi. Tu me dois de l'argent. » Mara se tenait près de sa commode, les mains stables, son téléphone enregistrant depuis l'intérieur de sa manche. « Ce n'est pas la maison de ton père, dit-elle doucement. La moitié appartenait à mon père. C'est à moi. » Le visage d'Ethan se tordit. Il cria, jura, poussa une lampe de la commode. Elle vola en éclats. Vivien apparut à la porte. Les bras croisés, le visage dur et froid. « Mara, arrête de le provoquer. » Mara ne répondit pas. Elle fixa simplement sa mère. Et dans ce silence, la certitude de Vivien vacilla un instant. Ethan claqua la porte et partit en marmonnant des jurons qui s'évanouirent dans le couloir. Mara se dirigea vers l'enregistreur et sauva le fichier. Chaque incident s'ajouta au précédent jusqu'à ce qu'elle ait des heures d'audio et de vidéo. David appelait ça « l'étranglement lent ». Il lui dit de ne pas les affronter trop tôt. « Laisse-les serrer le nœud coulant eux-mêmes », dit-il au téléphone. « Laisse leur cruauté être leur propre perte. » Evelyne prenait de ses nouvelles presque quotidiennement. Elle n'était pas de la famille, mais elle agissait plus comme telle que n'importe qui dans cette maison. « Tu tiens bon », dit Evelyne un soir autour d'un café. « Tu ne réagis pas. C'est bien. C'est comme ça que tu gagnes. » Mara n'avait pas l'impression de gagner. Elle avait l'impression de vivre dans un champ de mines, à un pas d'une explosion. Mais maintenant, au moins, elle avait la carte. Noël passa sans célébration. Ethan se saoula et cassa la rampe d'escalier. Vivien ne dit rien. Douglas claqua une porte. Mara s'assit dans sa chambre cette nuit-là, écoutant le son de leur chaos à travers ses écouteurs, regardant les images qu'elle avait collectées. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était un enregistrement de chaque fois qu'ils avaient essayé de la rendre petite. C'était leur reflet. Elle n'était plus la fragile. Elle était l'observatrice. Un soir, elle entra dans le salon après qu'Ethan eut jeté une chaise contre le mur. Vivien était au téléphone avec un voisin, prétendant que tout allait bien. Douglas dormait dans son fauteuil. La pièce sentait l'alcool et l'air vicié. Mara se tint dans l'embrasure de la porte et ne ressentit aucune peur. Elle ressentit du calcul. Elle murmura pour elle-même presque. Elle ne savait pas s'il l'avait entendu. Cela n'avait pas d'importance. La guerre froide était devenue sa guerre. Elle n'avait pas à les combattre directement. Elle devait juste garder l'objectif ouvert, garder les enregistreurs en marche, garder son cœur silencieux et son esprit vif. Chaque insulte était un clou de plus. Chaque bousculade, chaque tentative de culpabilisation,
chaque rire dédaigneux, ils ne savaient pas qu'ils serraient les cordes autour de leur propre cou. Elle le savait, et c'était suffisant. Le déclencheur ne fut pas un cri, un coup de poing ou une menace. Il vint de quelque chose de plus silencieux et de plus délibéré. Il vint du moment où ils détruisirent la dernière chose que son père lui avait laissée. C'était un samedi matin où la maison sentait le café et l'alcool éventé. Mara Collins avait appris à vivre dans cette maison comme quelqu'un vivant derrière les lignes ennemies. Elle se levait tôt pour vérifier ses enregistreurs et ses caméras, ajustant les piles, étiquetant les fichiers. À ce moment-là, elle avait des heures d'image, assez pour faire pourrir de l'intérieur même le portrait de famille le plus parfait. Ethan avait encore bu la veille. Elle pouvait l'entendre dans la cuisine, faisant teinter les bouteilles comme des trophées. Quand elle descendit, la première chose qu'elle vit fut l'établi dans le coin du salon. Ce n'était pas seulement un meuble. C'était la vieille trousse médicale de son père, celle qu'il avait utilisée lorsqu'il était infirmier de terrain. Elle l'avait gardée depuis le jour de sa mort. Elle l'avait polie chaque année. Elle avait gardé les instruments soigneusement enveloppés dans l'étui en cuir, la seule chose qui rendait la maison moins la leur et plus la sienne. Ethan se tenait maintenant au-dessus, sa main enroulée autour de la poignée en métal, ses mouvements maladroits mais dangereux. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, sa voix neutre. Ethan sourit narquoisement sans se retourner. « Je fais le ménage. » Elle s'approcha, prudente, sa main glissant vers sa poche où l'enregistreur était déjà allumé. « Pose ça. » Il ne le fit pas. Il souleva l'étui et le laissa s'écraser sur le sol. Le bruit des instruments métalliques heurtant le bois fut assez aigu pour la faire tressaillir. Il lui donna un coup de pied, une fois, fort, en voyant scalpel et pince se disperser sur le sol comme des os. « Ce n'est que de la camelote, bafouilla-t-il. Personne ne se soucie des jouets de ton père mort. » Quelque chose en Mara devint froid, pas chaud. Elle s'accroupit pour ramasser les instruments dispersés, ses doigts tremblant à peine. Chaque pièce qu'elle touchait portait le poids de quelqu'un qu'il avait aimé autrefois. Le rire d'Ethan remplit la pièce, fort et stupide. Vivien apparut dans l'embrasure de la porte, son peignoir bien noué autour de sa taille, ses cheveux en désordre. Elle regarda le désordre, puis Mara. « Tu fais encore une scène. » Mara leva lentement la tête. « Il l'a cassé, dit-elle. » Vivien croisa les bras. « Arrête de le provoquer. Tu sais comment il est quand il boit. » Ethan donna un coup de pied dans une autre pièce à travers la pièce, manquant de peu le mur. Douglas sortit de la cuisine, une tasse de café à la main, son expression ennuyée. « Qu'est-ce qui se passe ?» Vivien fit un geste nonchalant vers Mara. Elle réagit de manière excessive encore une fois. Ethan sourit comme un enfant récompensé. Elle agit comme si j'avais tué quelqu'un. Mara se leva. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle regarda sa mère, puis Douglas, puis Ethan. « Vous venez de casser la seule chose qui me restait de mon père, dit-elle d'une voix égale. Bien, marmonna Ethan. Maintenant, tu peux arrêter de prétendre qu'il était une sorte de héros. Douglas ne broncha pas. Vivien leva les yeux au ciel. À ce moment-là, l'air dans la pièce changea. Pendant des années, il l'avait érodé. Ce fut le coup de marteau qui fissura le mur. Ethan s'essuya la bouche avec le dos de sa main et ajouta doucement, « Tu n'es rien ici, Mara. » Elle le fixa et le vit clairement pour ce qu'il était. Pas un monstre, pas une figure puissante, juste un homme faible et amer qui avait vécu sous la protection de gens qui regardaient ailleurs. Son cœur ne battit pas plus vite. Il ralentit. Elle ramassa le dernier instrument du sol, le plaça soigneusement dans la boîte et murmura, plus pour elle-même que pour lui, « Ça se termine maintenant. » Elle ne pensait pas qu'il l'avait entendu, mais elle vit quelque chose vaciller dans son expression. Un petit éclair instable de malaise. Plus tard dans la journée, elle était dans la cuisine quand il s'approcha derrière elle, tenant une tasse de café. Elle pouvait sentir son souffle avant de sentir l'alcool. Il la bouscula violemment à l'épaule. Le café éclaboussa sa main, la brûlant. Elle ne recula pas. Elle le fixa simplement. Vivien entra à ce moment précis et dit, « Mara, peux-tu s'il te plaît ne pas recommencer ça ?» Douglas était derrière elle, se frottant les tempes. « Personne ne te croira, dit-il sèchement. » Elle faillit sourire à cela. Pas par amusement, mais par la connaissance tranquille qu'il avait tort. Cette fois, tout était enregistré. Les instruments cassés, les rires moqueurs, la main brûlée, la manipulation.
Elle avait tout. Quand elle monta, elle ne pleura pas. Elle enveloppa sa main brûlée dans une serviette et s'assit sur le bord du lit. La photographie de son père était accrochée au mur, témoin silencieux d'une vie qu'elle avait passée à essayer de survivre. Elle la regarda et dit à voix haute, « Tu n'as pas le droit de mourir 2 fois. Pas à cause d'eux. » Cette nuit-là, Ethan rentra de nouveau ivre. Il hurla dans le couloir, l'insultant. Vivien se tenait en bas des escaliers, les bras croisés, ne disant rien. Douglas se versa un autre verre. Mara ne répondit pas. Elle appuya sur le bouton d'enregistrement. Elle laissa leur laideur se déverser d'eux comme des eaux usées, remplissant la carte mémoire qu'elle avait cachée dans la maison. Il ne le remarquait même plus. Il s'était tellement habitué à son silence qu'il le prenait pour de la faiblesse. Dans les jours qui suivirent, elle commença à mettre en place la dernière étape de ce que David appelait le « filet d'exposition ». Elle rassembla chaque bride de ce qu'il disait, chaque échymose, chaque pièce cassée, chaque insulte. Elle téléchargea tout sur un dossier cloud sécurisé que David avait créé pour elle. Elle ne leur dit pas qu'elle partait, mais elle commença à déménager ses affaires personnelles petit à petit. Elle garda un ton doux et vide quand il lui parlait, ne leur donnant rien à se mettre sous la dent. Ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà perdu. L'événement déclencheur n'était pas lié à la rage. Ce n'était même pas une question de vengeance. C'était une question de clarté. Ils avaient détruit la dernière pièce de l'héritage de son père. Ce faisant, ils avaient dépouillé la dernière illusion à laquelle elle s'accrochait. Ils ne l'avaient jamais aimée. Ils avaient toléré sa présence parce qu'ils pensaient pouvoir la contrôler. Mais la fille qu'ils pensaient pouvoir contrôler était partie. La femme qui restait était patiente, stable et dangereuse. Elle se tint au bord de l'établi cassé cette nuit-là et murmura de nouveau, « Ça se termine maintenant. » Pour la première fois, la maison lui parut plus petite qu'elle. Le jour du piège fut silencieux, presque anormalement, le genre de jour d'hiver où l'air lui-même semblait retenir son souffle. Mara Collins se tenait devant le miroir de son petit appartement et boutonnait lentement son manteau. Ce n'était pas une tenue de combat, mais cela aurait tout aussi bien pu être une armure. David Rees lui avait dit que l'exposition ne fonctionne que lorsque l'ennemi ne sait pas qu'il y entre. Evelyn Hart lui avait glissé une chaufferette ce matin-là à l'hôpital et avait dit, « Tu ne leur dois plus la peur. » Ces mots reposaient dans sa poitrine comme une pierre qu'elle pouvait saisir. Le plan était simple, net, chirurgical. Douglas Quinn insistait depuis des semaines, faisant pression sur Mara pour qu'elle cède la part de son père dans la maison, prétendant qu'Ethan en avait besoin pour se remettre sur pied. Dans leur esprit, elle était toujours la fille silencieuse, celle qui pouvait être acculée par la culpabilité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la réunion au cabinet d'avocats de David n'était pas une négociation. C'était une exécution, non pas par la violence, mais par la vérité. Mara arriva au bureau 15 minutes en avance. Il y avait une légère odeur de vieux livret de café fort. David était déjà là, vêtu de son habituel costume gris, son expression aussi calme que jamais. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. Il fit glisser une petite tablette sur le bureau vers elle. « Tout est chargé. Audio, vidéo, horodatage. Une fois que cela commencera, restez silencieuse. Laissez-les parler. Ils creuseront leur propre tombe. » Elle s'assit à la longue table en bois et ajusta les manches de son manteau. Son pouls était régulier. Elle n'était plus la fille qui saignait sur le sol. Elle était celle qui tenait le détonateur, et il ne le savait même pas. 20 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Vivien entra la première, portant un manteau crème qui lui donnait l'air de la parfaite matriarche de banlieue. Douglas suivit, les mains dans les poches, un air de supériorité étudié sur le visage. Ethan les suivait, les yeux injectés de sang et agités, une légère odeur d'alcool sur ses vêtements. Il ne prit pas la peine de la saluer. Vivien sourit finement. « Mara, ma chérie, c'est bien que nous parlions enfin comme une famille. » David ne lui rendit pas son sourire. Il désigna les chaises. « Veuillez vous asseoir. » Ils s'assirent, croyant que ce n'était qu'un autre drame familial à aplanir. Vivien posa un dossier manie sur la table avec une fausse chaleur. Nous voulons juste régler les choses. C'est mieux pour tout le monde. Douglas hocha la tête comme s'il était généreux. Ethan marmonna quelque chose sur son droit à la maison. Mara n'interrompit pas. David commença d'un ton qui semblait professionnel, neutre. Merci d'être venu. Comme vous le savez,
La réunion d'aujourd'hui concerne la propriété et l'avenir de la propriété Collins. Vivien croisa les mains. Bien sûr. Mara comprend qu'il est juste d'aider son frère. Ethan sourit narquoisement au mot « frère ». Mara ne ressentit rien. David se pencha légèrement en avant. Avant de passer aux signatures, je veux m'assurer que nous sommes tous clairs sur les circonstances. Douglas ricana. Quelles circonstances? David ne répondit pas avec des mots. Il tapota la tablette. Les lumières de la salle de conférence s'assombrirent légèrement et un grand moniteur derrière lui s'alluma. Au début, ce n'était que de l'audio. La voix d'Ethan, ivre et forte. Tu n'es rien ici, Mara. La voix de Vivien suivit, tranchante et froide. Arrête de le provoquer. Le ton ennuyé de Douglas. Personne ne te croira. L'enregistrement jouait avec une clarté parfaite, chaque mot rebondissant sur les murs de la pièce. Vivien se figea, son sourire vacillant. Ethan cligna des yeux, confus au début, puis paniqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Douglas se pencha en avant, sa voix basse. Éteignez ça. David ne broncha pas, non, ne l'éteignons pas. Le clip suivant était une vidéo de la caméra du salon. Ethan jetant une bouteille de bière contre le mur. Vivien blâmant Mara, Douglas l'ignorant. Le clip suivant était Ethan criant à sa porte. Puis le son du verre brisé. Puis Vivien lui chuchotant de lui donner une leçon. Chaque clip frappait comme un marteau. Pas fort, pas précipité, mais délibéré. Mara regardait leur visage, pas l'écran. La façade soigneusement construite de Vivien commença à se fissurer. La mâchoire de Douglas se serra plus fort à chaque seconde. Les mains d'Ethan tremblaient sur la table. Quand les images de la nuit de Thanksgiving passèrent, la pièce devint glaciale. Il y eut le cliquetis des couverts, les rires, le son du couteau. La voix de Vivien, douce et moqueuse. Mara, arrête de faire ta comédienne. La dernière image était Mara sur le sol, le sang s'accumulant sous la nappe pendant que personne ne bougeait pour l'aider. Le silence qui suivit fut lourd et réel. David parla enfin. Je suis sûr que vous reconnaissez vos propres voix. Vivien essaya de retrouver sa voix, tremblante. C'est sorti de son contexte. Les familles se disputent. Des choses arrivent. Elle essaie de nous ruiner. Le ton de David resta stable. Le contexte est clair. Vous avez été témoin d'une agression et avez choisi de ne rien faire. Vous avez manipulé et menacé ma cliente. Vous avez tenté de la contraindre à céder une propriété qui lui appartient. Et je crois que ce n'est que la partie légale. La partie morale est tout autre chose. Le visage de Douglas devint rouge vif. Vous ne pouvez rien prouver. David cliqua sur un autre onglet. En fait, si. Tout ceci est recevable. Cela a été soumis à la police, à la banque et à vos créanciers. Et bien sûr, une copie a déjà été remise au bureau du procureur. Ethan se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Menteur. David leva une main sans même le regarder. Deux officiers en uniforme entrèrent par la porte. Ils avaient attendu dehors tout ce temps. Ethan Quint, dit calmement l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour agression aggravée et violence domestique. Ethan recula, ses mots pâteux et frénétiques. Non, non, elle ment. Maman. Papa, dites quelque chose. Vivien ne bougea pas, Douglas ne bougea pas. Les officiers le menottèrent et lui lurent ses droits alors que son visage se tordait entre la rage et la peur. Vivien retrouva enfin sa voix, mais il était trop tard. Mara, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Mara tourna lentement la tête pour croiser le regard de sa mère. Il n'y avait pas de haine, juste une distance finale et silencieuse. Non, dit-elle doucement. Vous ne pouvez pas réparer ce que vous n'avez jamais pris la peine de protéger. Douglas essaya de bluffer. Tu ne gagneras pas. Les familles ne vont pas en prison. La voix de David coupa la pièce comme du verre. Si, quand elle se croit intouchable. Les mains de Vivien tremblaient alors que les officiers emmenaient Ethan. La porte se referma avec un doux clic qui sonna comme la fin de quelque chose d'ancien. David se pencha en arrière dans sa chaise. La propriété vous sera entièrement transférée, Mara. J'aurai les papiers finalisés d'ici demain. Vivien murmura quelque chose sur la trahison. Mara se leva,
boutonna son manteau et regarda la femme qu'il avait traitée de comédienne alors qu'elle saignait sur le sol. La trahison a eu lieu il y a longtemps, dit-elle. Douglas n'osa pas la regarder dans les yeux. Vivien ne bougea pas. Mara se dirigea vers la porte sans se retourner. Dehors, la neige avait recommencé à tomber, douce et silencieuse. Rien à voir avec la tempête à l'intérieur de cette pièce. Evelyne attendait près de la voiture, les bras croisés contre le froid. « C'est fait ?» demanda-t-elle. Mara hocha la tête. « C'est fait. » Evelyne la regarda, non pas avec pitié, mais avec une sorte de respect auquel Mara n'était pas habituée. « Tu n'as pas seulement survécu, dit doucement Evelyne. Tu as brûlé la pourriture. » Mara jeta un coup d'œil en arrière aux fenêtres éclairées du cabinet d'avocat. L'image soigneusement construite de sa famille s'était finalement brisée dans le seul endroit qu'il ne pouvait pas contrôler. Elle ne saignait pas cette fois. Elle s'éloignait sur ses deux pieds. Voilà à quoi ressemblait la justice. Pas bruyante, pas vengeresse, juste précise, nette, finale. Le changement de pouvoir ne se produisit pas d'un seul coup. Il se déroula lentement, comme l'aube rampant sur un champ de bataille après une longue nuit de chaos. Le matin après la réunion, Mara Collins se réveilla dans le silence. Pas le silence froid et suffocant de la maison de sa mère, mais le genre qui avait du poids, un sens, une finalité. Son téléphone vibrait sans arrêt, courriel de David Rees, notifications légales, mise à jour des nouvelles, messages vocaux qu'elle ne prit pas la peine de vérifier. L'histoire faisait déjà son chemin dans la communauté, un homme local arrêté pour avoir agressé sa demi-sœur lors d'un incident de Thanksgiving. Elle se propageait comme une traînée de poudre. Richmond n'était pas une grande ville en matière de ragots, et le non-quin avait juste assez de prestige social pour que la chute soit remarquée. Mara s'assit à la table de sa cuisine, buvant du café noir, regardant la neige fondre sur la balustrade du balcon. Elle ne ressentait aucun triomphe, seulement une quiétude. Le pouvoir, réalisa-t-elle, n'était pas bruyant. Il était silencieux, inébranlable. C'était la liberté d'arrêter de tressaillir chaque fois que le téléphone sonnait. David appela en milieu de matinée. Ethan est en détention. La police a trouvé plus de choses en fouillant la maison. Arme à feu illégale. Alcool non déclaré, preuve de fraude liée au compte de Douglas. Tout s'effondre plus vite que prévu. Mara écouta, les doigts enroulés autour de la tasse, sa chaleur la rassurant. Et Vivien ? David hésita un instant. Elle n'est pas en état d'arrestation, mais le procureur a des questions sur son implication. Elle a déjà essayé d'appeler mon bureau 3 fois. Ne répondez pas, dit doucement Mara. David gloussa sèchement. Je n'en avais pas l'intention. Vous avez gagné, Mara. Ne les laissez pas vous entraîner à nouveau dans leur jeu. Après avoir raccroché, elle resta assise dans le calme, laissant les mots s'installer. Vous avez gagné. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à une libération. Cet après-midi-là, elle alla se promener. Les rues étaient grises et glissantes à cause de la neige fondante, l'air vif contre sa peau. Elle croisa des voisins qui ne la reconnurent pas comme la fille des chuchotements, celle de la tragédie silencieuse derrière cette maison de Willowland. Pour une fois, elle aimait être invisible. La liberté ressemblait à ça, se déplacer dans le monde sans peur. Au tribunal 2 jours plus tard, elle s'assit au dernier rang alors qu'Ethan était escorté, vêtu de l'orange du comté. Son arrogance avait disparu, sa tête était basse. Vivien était assise sur le banc opposé, son maquillage parfait, mais ses mains tremblantes. Douglas était introuvable. L'audience fut brève. Le juge lut les chefs d'accusation. Agression aggravée, obstruction à la justice, destruction de biens. Ethan marmonna quelque chose sur le fait d'être ivre, que c'était un accident. Le procureur ne broncha pas, les images montrent l'intention, dit-elle. La mère et le beau-père de la victime ont été témoins de l'agression et ont choisi de ne pas intervenir. Vivien tressaillit, sa posture parfaite s'affaissant. Mara regarda depuis son siège, son visage impassible. Elle n'était pas venue pour la vengeance. Elle était venue pour la vérité. Lorsque l'audience fut ajournée, Vivien tenta de l'approcher, l'appelant doucement par son nom. Mara s'arrêta à la porte de la salle d'audience, le dos droit, la voix égale. Vous m'avez appris que la famille signifie protéger le silence, peu importe qui saigne. J'en ai fini avec ça. La bouche de Vivien s'ouvrit comme pour répondre, mais aucun son ne sortit. Mara s'éloigna, la laissant debout dans l'allée entre les rangées de bancs vides.
dehors, David la rattrapa. Vous avez géré ça parfaitement, dit-il. Elle hocha la tête. C'est étrange, murmura-t-elle. Je pensais que ce serait plus lourd. C'est parce que vous l'avez porté pendant des années, dit-il. Maintenant, vous le déposez enfin. Au cours des semaines suivantes, l'équilibre des pouvoirs continua de changer. La maison de Willowland fut saisie. Les comptes financiers de Douglas furent gelés, en attente d'une enquête. Vivien déménagea discrètement, évitant les regards des voisins. Ethan resta en détention, en attente de son procès. Chaque titre de journal, chaque document du tribunal était un autre fil tiré de l'image qu'ils avaient essayé de tisser pendant des années. Le silence qui les protégeait autrefois avait disparu, remplacé par les archives publiques. Mara n'assista pas à toutes les audiences, mais elle suivit chaque mise à jour grâce au rapport de David. Le bureau du procureur recommande un accord de plaidoyer, lui dit-il un matin. Ils veulent qu'Ethan accepte les charges pour éviter un procès complet. Moins de médias, une conclusion plus rapide. Conclusion, répéta TL, le mot ayant un goût étranger. Faites-le, dit-elle. Je n'ai pas besoin des projecteurs. J'ai juste besoin que ça se termine. Il accepta. Cela se termina par le plaidoyer d'Ethan. 5 ans dans une prison d'État, une réadaptation obligatoire et une ordonnance restrictive permanente lui interdisant, ainsi qu'à ses parents, de la contacter. Vivien tenta une dernière fois, envoyant une lettre manuscrite au bureau de David. David la lut, puis l'appela. Voulez-vous la voir? Elle secoua la tête. Non, je sais ce qu'elle dit. Des excuses, peut-être quelques larmes. Elle ne s'est jamais excusée pour quoi que ce soit de sa vie. Alors je la classerai, dit-il. Elle sourit faiblement. Classez-la sous les choses qui n'ont plus d'importance. Pour la première fois depuis des années, elle dormit toute la nuit sans être réveillée par l'écho de vieilles voix. Elle trouva de petites joies dans la routine, des draps propres, un café chaud, le soleil sur son bureau. Elle prit un emploi à plein temps à l'hôpital et commença à faire du bénévolat dans un programme de rétablissement post-traumatique qu'Evelyn aidait à organiser. Un après-midi, en triant des couvertures données, Evelyn dit « Tu es plus légère. Je peux le voir. » Mara haussa les épaules. Peut-être. Ou peut-être que j'ai juste fini de porter des fantômes. Evelyn sourit. C'est à ça que ressemble la guérison. L'ancienne Mara aurait ri ou esquivé. La nouvelle hocha simplement la tête. La guérison n'était pas une révélation spectaculaire. C'était le moment silencieux où l'on réalisait qu'on n'avait plus besoin de la permission de personne pour respirer. Le jour où les papiers de transfert de propriété arrivèrent, elle se rendit au tribunal pour les signer. La maison de Willowland lui appartenait officiellement. Maintenant, debout dans le jardin vide plus tard dans la soirée, elle la regarda depuis la rue. Les fenêtres étaient sombres, les rideaux tirés. Le jardin était en friche. Elle paraissait plus petite que dans ses souvenirs. Elle n'entra pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle déposa une seule rose blanche près de la boîte aux lettres, murmura au revoir au souvenir de la fille qui avait autrefois vécu là, et se retourna vers sa voiture. Elle ne laissait pas derrière elle une maison. Elle marchait vers sa vie. Dans le rétroviseur, la maison s'estompa derrière elle, avalée par le crépuscule naissant. À sa place, l'horizon s'ouvrit largement, et pour la première fois, il n'y avait aucun poids pesant sur sa poitrine. Le pouvoir avait complètement basculé. Ils avaient tout perdu, argent, réputation, contrôle. Et elle avait gagné la seule chose qu'aucun d'eux n'avait jamais comprise. La liberté. L'hiver persista longtemps après la fin du procès. Il enveloppa la ville de Richmond d'un froid lent et silencieux qui semblait différent cette année. Pour la première fois dans la vie de Mara Collins, la saison ne ressemblait pas à quelque chose qu'elle devait survivre. C'était quelque chose dans lequel elle pouvait simplement exister. Ses matinées ne commençaient plus par la peur. Il n'y avait pas de porte qui claquait en bas, pas de pas qui faisaient les 100 pas, pas de rires aigus résonnant à travers les murs. À la place, il y avait le doux bourdonnement de son chauffage, le léger cliquetis de la bouilloire et le bruit de la neige tapotant légèrement contre la fenêtre. C'était étrange comme le silence pouvait être terrifiant pendant tant d'années. Pourtant, maintenant, il ressemblait à la sécurité. Elle avait signé les papiers des semaines plus tôt. La maison était à elle, mais elle n'y emménagea pas. Elle n'en avait pas besoin. Ce n'était pas une maison. C'était un monument à tout ce qu'elle avait enduré.
Un bâtiment vide rempli d'échos de la cruauté des autres. Elle la vendit sans une seconde pensée. Quand la vente fut conclue, elle s'assit sur le balcon de son petit appartement, enveloppée dans une couverture, regardant la lumière du soir peindre les bâtiments en or. Elle ne célébra pas. Elle ne pleura pas. Elle respira simplement, de manière régulière et silencieuse, comme quelqu'un respire quand il cesse enfin de retenir son souffle. Evelyn Hart passa un week-end, apportant 2 tasses de café. Elles s'assirent côte à côte, sans avoir besoin de combler le silence. Evelyn la regarda et dit, « Tu as l'air différente. » Mara rit doucement. Plus légère, comme quelqu'un qui a cessé de s'excuser d'exister, répondit Evelyn. Mara pensa à toutes les années qu'elle avait passées dans cette maison, à marcher sur la pointe des pieds, à se ratatiner, à se rendre invisible pour survivre. Elle avait toujours cru que la survie suffisait. Maintenant, elle comprenait que vivre était tout autre chose. Le monde était toujours imparfait. Le passé était toujours gravé en elle, mais l'emprise avait disparu. Il ne la définissait plus. Dans les semaines qui suivirent, elle reprit le travail à plein temps à l'hôpital militaire. La première fois qu'elle entra dans le service, les lumières fluorescentes ne semblaient plus froides. L'odeur de désinfectant ne lui serrait plus la poitrine. C'était comme une raison d'être. Elle se plongea dans le travail, non pas comme une distraction, mais comme quelque chose de solide sur lequel elle pouvait construire. Les patients lui faisaient confiance. Ses collègues la respectaient. Elle n'était plus la fille silencieuse. Elle était quelqu'un avec un nom qui ne tremblait plus lorsqu'on le prononçait. Le nom de Vivien apparut brièvement dans les nouvelles, un petit titre enterré entre des histoires plus importantes. Mère interrogée dans une affaire d'agression domestique. Il disparut presque aussi vite qu'il était apparu. Mara ne chercha pas de mise à jour. Elle n'en avait pas besoin. Quoi qu'il arrive à sa mère, à Douglas, à Ethan, cela leur appartenait maintenant. C'était leur désordre. Pour la première fois, rien de tout cela n'était à elle de nettoyer. Parfois, lors de ses jours de congé, elle se promenait seule au bord de la rivière. Elle aimait le bruit de l'eau frappant les rochers, la façon dont l'air froid lui caressait les joues. Elle aimait ne pas avoir besoin de quelqu'un pour marcher à ses côtés. La guérison n'était pas bruyante. Ce n'était pas un grand discours ou une fin cinématographique. C'étaient ces moments silencieux et banals où elle réalisait qu'elle était libre. Un soir, elle se retrouva dans la cuisine de son appartement, la douce lumière jaune se répandant sur le comptoir. Elle se versa un verre d'eau et fixa l'espace vide où la peur vivait autrefois. La fille qui suppliait autrefois d'être aimée à une table de dîner était partie. À sa place se tenait une femme qui n'avait plus besoin de personne à cette table. David Rees appela un après-midi pour l'informer que les dernières questions juridiques étaient réglées. Ethan avait accepté l'accord de plaidoyer. Vivien avait renoncé à toute réclamation sur la maison. L'empire financier de Douglas s'était effondré sous l'enquête. C'est officiellement terminé, dit David. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous. Elle le remercia simplement. Pas de larmes, pas de grande réaction, juste la satisfaction tranquille d'une porte se fermant pour de bon. Cette nuit-là, elle marcha seule dans les rues de la ville, laissant l'air froid lui mordre doucement le visage. Elle passa devant des lumières de fête encore accrochées aux porches, des familles dans leurs salons chaleureux. Des rires. Elle ne les enviait plus. Elle avait passé des années à croire qu'elle devait appartenir à une famille pour être entière. Maintenant, elle comprenait qu'appartenir à elle-même suffisait. À la maison, elle sortit la boîte contenant les dernières affaires de son père, les quelque chose qu'elle avait sauvées, une photo d'eux ensemble, une petite médaille et une lettre qu'il avait écrite avant de mourir. Elle déplia la lettre et lut la même ligne qu'elle avait lue 100 fois auparavant. Sois forte, Mara. Pas comme un point, comme une fondation. Elle sourit doucement. Elle n'avait pas compris ces mots quand elle était plus jeune. Maintenant, si. Elle n'était pas forte parce qu'elle s'était battue. Elle était forte parce qu'elle avait enduré. Elle avait planifié, elle avait construit quelque chose qui ne pouvait plus lui être enlevé. Elle replaça la lettre dans la boîte et la fit glisser sur l'étagère, non pas comme une blessure, mais comme un morceau d'histoire. Elle n'avait plus besoin de le porter. Elle avait juste besoin de se souvenir. Quelques jours plus tard, elle passa devant le tribunal où tout avait basculé. Les marches étaient saupoudrées de neige. Les gens entraient et sortaient en hâte, aucun ne la reconnaissant. Et cet anonymat ressemblait à un cadeau. Elle n'était plus la fille qui saignait sur le sol.
Elle n'était pas la victime de l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle était sa propre narratrice maintenant. Quand Evelyn la rejoignit pour dîner ce week-end-là, elles s'assirent dans une banquette d'un petit restaurant. L'endroit sentait le café et les brioches à la cannelle. Evelyn tendit la main à travers la table et tapa légèrement son verre contre celui de Mara. « À de nouveaux départs, dit-elle. Mara leva son verre. Au départ silencieux. Elles rirent, non pas parce que tout était réparé, mais parce qu'elles le pouvaient. Le silence ne semblait plus vide. Il ressemblait à un espace qu'elle avait reconquis, une vie qu'elle avait reconstruite de ses propres mains. Le pouvoir ne résidait pas dans la vengeance ou le spectacle. Il était dans ceci, la capacité de s'asseoir au milieu d'un monde qui avait essayé de la briser et de respirer sans peur. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, les lumières de la ville baignaient doucement les rideaux. Pour la première fois de sa vie, son cœur ne s'emballa pas au son du silence. Il correspondait à son rythme, lent, régulier, libre. Un an après l'arrestation d'Ethan, Mara Collins se tenait sur le podium d'un modeste auditorium à l'intérieur du centre communautaire de Richmond. L'air hivernal à l'extérieur était vif, mais à l'intérieur, la pièce portait une chaleur différente. Les rangées de chaises étaient remplies de gens. Certains étaient des infirmières en blouse. D'autres étaient des femmes plus âgées aux yeux calmes. D'autres encore étaient de jeunes hommes assis raidement sur leurs sièges, les mains jointes sur leurs genoux. Ils étaient tous là pour une raison. Ils avaient survécu à quelque chose. Certains étaient encore en plein dedans. La bannière au-dessus de la scène disait « Foyer sur maintenant ». C'était un programme qu'Evelyn Hart avait aidé à construire avec un petit groupe de personnel hospitalier et de défenseurs juridiques. David Rees était l'un des partenaires fondateurs. Mara avait accepté de parler des mois auparavant. Elle avait failli se désister la semaine précédente, mais quand elle se regarda dans le miroir ce matin-là, elle ne vit plus la fille en sang. Elle vit quelqu'un de stable, quelqu'un qui avait traversé le feu et construit quelque chose à partir des cendres. Evelyn la présenta brièvement, sa voix calme et fière. « Elle n'est pas seulement une survivante, dit Evelyn. C'est une combattante et une bâtisseuse. » Mara se dirigea vers le microphone, les épaules droites. Elle n'avait pas besoin de notes. L'histoire était gravée dans ses os. À Thanksgiving dernier, commença-t-elle, sa voix stable, je me suis vidé de mon sang sur la nappe de ma mère, et elle ne s'est jamais levée. La pièce devint silencieuse. Personne ne détourna le regard. Elle laissa les mots s'installer, car le silence n'était plus son ennemi. Je pensais que ce qui m'était arrivé ne comptait pas parce qu'il n'y avait pas d'échymose la plupart du temps. Pas de visite à l'hôpital. Juste des rires à mes dépens, juste le silence quand j'avais besoin que quelqu'un parle. Mais le silence peut vous tuer lentement. Il a failli me tuer. Elle leur parla des années de petites humiliations, de la façon dont la cruauté peut se cacher sous la forme d'un dîner de famille. Elle leur parla de la nuit où son demi-frère l'a poignardé et où sa mère a ri. Elle leur parla de comment personne n'est venu l'aider, mais comment une amie l'a fait. Elle parla d'Evelyn la trouvant à l'hôpital et de David lui montrant comment le silence pouvait être brisé. Elle ne parlait pas comme quelqu'un qui avait besoin de pitié. Elle parlait comme quelqu'un qui tend une arme à la prochaine personne qui en aurait besoin. Les gens comme ceux avec qui j'ai grandi comptent sur le silence, dit-elle. Ils comptent sur la honte. Ils comptent sur le fait que vous croyez que personne ne s'en souciera. Mais il y a des gens qui s'en soucient. Il y a des lois. Il y a des alliés. Il y a des issues. Elle vit une femme au premier rang baisser la tête et couvrir sa bouche avec sa main. Un homme au deuxième rang serra la mâchoire, clignant des yeux avec force. Mara garda sa voix calme, mesurée, stable. Ils me disaient que personne ne me croirait. Ils avaient tort. Je me suis cru. Et c'était suffisant pour commencer. Quand elle s'éloigna du podium, les applaudissements ne furent pas bruyants. C'était le genre de son qui venait de gens qui comprenaient, de gens qui avaient vécu dans des maisons silencieuses de la mauvaise manière. Après l'événement, plusieurs participants l'approchèrent discrètement, demandant des informations, des contacts juridiques, ou juste une main à tenir une seconde. Elle leur donna la carte d'Evelyn et le numéro de David. Elle leur dit la même chose qu'elle s'était murmurée autrefois dans une chambre sombre. Ça se termine maintenant. Cette nuit-là, alors qu'elle aidait à empiler les chaises et à plier les programmes, Evelyn lui donna un coup de coude. « Tu as bien fait, » dit Evelyn. Mara sourit faiblement. « Ce n'était pas à propos de moi. »« Exactement, » répondit Evelyn. David apparut un instant plus tard,
une pile de dépliants sous le bras. « Tu as un don, lui dit-il. Tu parles comme quelqu'un qui n'a plus peur. »« Je n'ai plus peur, dit simplement Mara. Et elle le pensait. Au cours des mois suivants, Mara s'impliqua dans le programme « Foyer sur maintenant ». Elle travailla avec des survivants, les aida à documenter les preuves, les guida vers l'aide juridique. Elle ne devint jamais le visage du mouvement. Elle ne voulait pas de cela. Mais elle devint la présence stable dans la pièce, celle vers qui les gens se tournaient quand tout semblait trop lourd. Elle ne sauva personne. Elle les aida à se sauver eux-mêmes. C'était ça, réalisa-t-elle, que signifiait un héritage. Ce n'était pas grandiose. C'était silencieux, construit dans les espaces entre la douleur et la survie. Au premier anniversaire de cette nuit, elle ne visita pas l'ancienne maison. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle se tint au bord de la rivière au crépuscule, au même endroit où elle avait marché seule un an auparavant, le vent froid lui caressant la peau. Elle murmura à l'eau, « C'est fini. » Pas avec amertume, pas avec rage, avec paix. Mara Collins n'aurait jamais imaginé que son histoire résonnerait au-delà des murs où elle avait commencé. Pendant la majeure partie de sa vie, elle avait cru que la douleur vivait silencieusement, cachée derrière des portes closes, déguisée en dîner de famille. Mais la vérité avait une façon de déchirer le tissu des mensonges. Et maintenant, elle se tenait dans la douce lumière hivernale, n'attendant plus que quelqu'un d'autre parle pour elle. La rivière était calme ce soir-là, une longue ligne argentée sous le ciel déclinant. Elle se tenait les mains dans les poches de son manteau, respirant lentement, son cœur battant régulièrement. Un an auparavant, elle s'était murmuré, « Ça se termine maintenant. » Et ça s'était terminé, non pas parce que quelqu'un était venu la sauver, non pas parce que la justice était facile, mais parce qu'elle avait refusé de rester silencieuse plus longtemps. Cela n'effaçait pas la douleur. Cela ne réécrivait pas le passé, mais cela lui donnait quelque chose que sa famille avait passé des années à essayer de lui enlever. Le pouvoir. Elle s'était éloignée de cette maison cette nuit-là, de ces gens, et avait construit quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais toucher. C'était ça, réalisa-t-elle, le genre de victoire silencieuse. Elle ne racontait pas son histoire par pitié. Elle la racontait parce que quelqu'un, quelque part, en ce moment même, était assis à une table de dîner avec des gens qui riaient de sa douleur, et cette personne avait besoin de savoir que ce n'était pas normal. Quelqu'un était allongé, éveillé, écoutant des pas dans le couloir, se demandant si son silence était la seule chose qui maintenait la paix. Quelqu'un saignait en silence et pensait que personne ne le croirait. Si vous avez déjà été blessé par les personnes qui auraient dû vous protéger, dit-elle doucement au vent, je vous vois. Ces mots n'étaient plus destinés à un tribunal. Ils étaient destinés aux milliers de visages invisibles qui les entendraient. Les survivants, les silencieux, les oubliés. Votre douleur compte. Votre voix compte. Et personne ne mérite de saigner seul à la table du dîner. Elle pensa à Evelyn, à David, aux étrangers qui avaient trouvé du courage après l'avoir entendu parler. Elle pensa à la fille qu'elle était autrefois. Celle qui s'asseyait au coin de la table, retenant son souffle, croyant que personne ne la défendrait jamais. Elle aurait aimé pouvoir remonter le temps et dire à cette fille une simple vérité. Famille ne signifie pas toujours amour. Et le silence n'est pas de la loyauté. Elle sortit son téléphone, ouvrit le site web de « Foyer sur maintenant » et planifia son prochain quart de bénévolat. C'était une petite chose, une chose silencieuse, mais les choses silencieuses, avait-elle appris, peuvent être plus fortes que les tempêtes. Elle se tourna une dernière fois vers l'eau, laissant l'air froid remplir ses poumons, le laissant la purifier. Puis elle parla dans la nuit silencieuse, pas seulement pour elle-même, mais pour quiconque avait besoin de l'entendre. Commentez, je vous vois, parce que c'est vrai, et vous méritez mieux que leur silence. L'histoire a peut-être commencé à une table de Thanksgiving, mais elle ne s'est pas terminée là. Elle s'est terminée avec elle, debout, seule et sans peur, le monde ouvert devant elle. Et peut-être, juste peut-être, cela aiderait quelqu'un d'autre à trouver la force de murmurer ses propres mots. Ça se termine maintenant.